Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. C'est d'ailleurs de plateformes de streaming que nous allons parler, tout simplement parce que à l'occasion de la sortie d'une nouvelle série sur la plateforme Disney+, j'ai eu le plaisir de découvrir un nouveau film, un classique que je n'avais jamais vu. Et d'ailleurs, pour être parfaitement honnête avec vous, j'en avais jamais entendu parler avant il y a quelques 5-6 mois, où, quand la série a été annoncée, j'ai appris qu'il y avait un film, plutôt connu d'ailleurs, qui existait et qui a inspiré cette nouvelle série. Je parle bien évidemment de l'univers Willow, le film de 88, ainsi que la série qui vient de commencer sur la plateforme, et j'ai eu le plaisir de découvrir à la fois le film et les 2 premiers épisodes de la série durant la même soirée. Je vous propose donc dans cette vidéo de partager mon expérience de totale découverte de cet univers, à la fois du film et des 2 premiers épisodes. Je vous laisse avec le générique et on parle de tout cela juste après. Alors, histoire d'approcher toute cette histoire de façon chronologique, je vais commencer par vous parler du film Willow. C'est un film qui est sorti le 14 décembre 1988, donc qui est quand même plus vieux que moi et qui appartient à une génération avant la mienne, dirons-nous. Il est assez long puisqu'il dure 2h06, ce qui est plutôt habituel aujourd'hui mais qui était assez audacieux à l'époque, et c'est un film de type fantasy, heroic fantasy, aventure. À la réalisation de ce film, il y avait Ron Howard. Alors Ron Howard, c'est quand même un grand réalisateur. Très récemment, on en a parlé sur la chaîne dans un 12 films que je vous ai caché, puisqu'il a réalisé le film 13 vies qui est disponible sur Disney+. Il est aussi à l'origine de la saga Da Vinci Code qui a commencé en 2006, ensuite il y a eu Ange Démon en 2009 et Inferno en 2012 ou 2013. Donc correction, c'était en 2016. Il a également réalisé le film Apollo 13 et plus récemment dans la grande saga Star Wars, c'est lui qui a réalisé le terrible échec commercial qu'est le film Solo, A Star Wars Story. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon avis sur Solo, je vous renvoie vers les différentes vidéos que j'ai vues sur l'univers de Star Wars, parce qu'en fait pour moi et pour comprendre on va dire la tendance Star Wars de ces dernières années, ce film c'est vraiment un repère, donc je vous renvoie vers ces vidéos. Le film Willow, il l'a pas produit seul, il l'a coproduit avec un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle George Lucas et qui est également à l'origine du scénario de ce film. Donc George Lucas c'est le papa de Star Wars mais c'est aussi le papa de la société de production Lucasfilm qui a été rachetée en octobre 2012 par l'entreprise Disney pour 4,5 milliards de dollars, hein, ne serait-ce que. Et donc en rachetant en fait Lucasfilm, ils ont racheté les droits de Star Wars qu'ils ont beaucoup exploité. Ils ont racheté également les droits de Indiana Jones, dont le 5e film va arriver l'année prochaine, et les droits de Willow qui faisait partie un petit peu du package. C'est pour ça que cette suite à ce film de 88 arrive que maintenant et spécifiquement sur la plateforme Disney+, puisqu'en fait ils l'ont racheté dans le package quoi. Alors que nous raconte ce film? On est dans un univers fantastique où une prophétie mystique dit que un jeune enfant, une jeune fille, un bébé, va naître et que ce bébé va mettre en difficulté et renverser la tyrannique Bavmorda qui règne sans partage sur tous les peuples de ces terres qu'elle a complètement dominées. Bavmorda est une humaine, de même que le bébé qui va naître, et dans cet univers on appelle les humains les Daikini. Pour essayer de se débarrasser de ce fameux élu dont parle la prophétie, Bavmorda kidnappe toutes les femmes enceintes et vérifie si les bébés qui naissent portent la fameuse marque qui permettrait de reconnaître l'élu. Au moment où la jeune Elora va naître, elle qui est porteuse de la marque, elle va être sauvée in extremis et commence alors un incroyable périple. Elle va finir par être recueillie par Willow, qui est un Elwyn dans ce monde, c'est-à-dire un homme de petite taille et qui vit dans une communauté un petit peu isolée dans la forêt. Lorsqu'il va présenter ce bébé humain, donc Daikini, à sa communauté, ils vont lui dire qu'il faut le renvoyer là d'où il vient, c'est-à-dire chez les humains. Il va alors se retrouver lié indéfectiblement au destin de la jeune Elora qui est supposée sauver ce monde et renverser la tyrannique reine Bavmorda. Si vous êtes déjà paumé sur les termes et le vocabulaire, je vous préviens, vous êtes pas prêts. Sur son chemin, il va croiser des ennemis comme des alliés, et notamment le surprenant Mad Matigan, ainsi qu'une magicienne sous une forme plutôt étrange qui s'appelle Finn Razel, et qui vont les aider dans leur quête. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment typiquement dans les codes de l'heroic fantasy, avec différentes espèces et races qui vivent dans un monde fantastique où il y a à la fois des forces maléfiques et des forces positives qui s'opposent pour essayer de dominer toute vie. Si ça vous fait penser à du Tolkien, croyez-moi, c'est pas pour rien, mais on va en reparler. Au casting, nous avons tout d'abord Warwick Davis qui incarne Willow, donc l'homme de petite taille. Faut savoir que Warwick Davis y jouait un Ewok sur le tournage du Retour du Jedi, c'est comme ça que George Lucas va le caster pour son nouveau film Willow. Et il a également incarné le professeur Phil Quick dans la série Harry Potter. À ses côtés, pour incarner Mad Martigan, on a Val Kilmer. Val Kilmer, on ne le présente plus, c'est l'un des grands héros de Top Gun 1, donc celui qui est sorti en 1986 et qui a fait une réapparition très émouvante dans Top Gun Maverick cette année. Et on a également Joanne Whalley qui, suite à ce film, a joué dans le film Scandale en 1989, ainsi que dans la série des Borgia en 2011 et dans la très connue série Daredevil en 2015.
Le casting est pas particulièrement prestigieux et la plupart des acteurs, hormis Val Kilmer qui sont castés à ce moment-là, sont pas vraiment des acteurs qui ont une carrière en plein boom. Ce qui importe pour ce projet, c'est surtout l'aspect ultra innovant et ultra volontaire qu'ils vont avoir, notamment sur les effets spéciaux, sur la largeur de l'univers et sur l'impact que ça va avoir sur le cinéma. Donc pour vous donner mon avis sur ce film, je l'ai complètement découvert. Je connaissais vraiment pas l'histoire, hein. Pour être parfaitement honnête avec vous, je sais pas comment je suis passée à côté parce que quand j'ai dit à mes potes que j'avais jamais vu Willow, eux-mêmes ils étaient choqués puisque c'est un film qu'ils regardaient souvent à Noël, qui passait souvent à la télé. Après il faut dire que j'ai grandi avec seulement 2 chaînes de télé pendant plusieurs années, donc je suis peut-être passée à côté du truc. Et puis moi personnellement j'ai grandi dans les années 2000, donc depuis on avait eu le Seigneur des Anneaux, etc. Il y avait eu un renouveau de l'heroic fantasy. Mais découvrir ce film, ça m'a vraiment plu parce que j'ai vraiment eu l'impression de voir une sorte de chaînon manquant au parcours de l'heroic fantasy au cinéma, et j'ai trouvé ça très enrichissant parce qu'il trace un chemin entre l'œuvre par exemple écrite de Tolkien, dont il est très largement inspiré, et sa réalisation cinématographique par Peter Jackson ensuite plusieurs années plus tard. Je l'ai ressenti comme une sorte de passage de relais, pas forcément totalement abouti, hein. Les effets spéciaux dans les années 80, c'est pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, entre l'heroic fantasy à l'écrit et l'heroic fantasy au cinéma, telle qu'on peut la connaître ensuite grâce à l'aboutissement des effets spéciaux. Je rappelle qu'un film d'heroic fantasy, il y a des dragons, il y a des lilliputiens, il y a des machins, il y a des elfes, il y a des sorcières, il y a des pouvoirs magiques, etc. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui se trouvent. On peut pas engager un dragon à un casting ou demander à un dresseur de dragons de débarquer. Donc forcément, à ce moment-là, on va avoir besoin des effets spéciaux, et dans les années 70-80, on est en plein boom, notamment autour de la saga Star Wars, etc. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de voir quelque chose qui manquait à ma compréhension de l'heroic fantasy au cinéma, et rien que ça m'a fait très plaisir. Après, concrètement, au niveau du film. Alors, au niveau visuel, j'ai beaucoup apprécié les visuels, et j'ai appris après quelques recherches que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, qui est donc la terre du Seigneur des Anneaux, et donc maintenant également la terre de Willow dans mon esprit. La Nouvelle-Zélande, c'est magnifique, j'ai vraiment envie d'aller vivre là-bas, ou du moins d'aller y voyager. J'aimerais vraiment découvrir un jour la Nouvelle-Zélande. Il y a des paysages qui sont sublimes, franchement c'est très beau, et je pense qu'on a vraiment des plans qui ont inspiré visuellement Peter Jackson dans sa saga du Seigneur des Anneaux. Tous les plans à cheval, sur des grandes étendues d'herbe, etc., avec les montagnes en faux, c'est très beau. En plus, donc du coup, moi j'ai vu la mouture qui est actuellement disponible en streaming sur Disney+, et il a été remasterisé en 4K. Donc mes potes qui étaient présents au moment du visionnage m'ont confirmé que eux ils ont la version cassette chez eux, et c'est pas vraiment la même qualité. Vraiment la remasterisation 4K a apporté quelque chose de plus à la fluidité. Alors forcément sur les effets spéciaux on fait pas des miracles non plus, hein, c'est des effets spéciaux des années 80, et même si tu les remasterises et que tu leur donnes plus de pixels et plus de couleurs et plus de clarté, bah ça reste ce qu'ils ont produit à l'époque. Et tout refaire entièrement au-delà de simplement remasteriser, ce sera un petit peu dénaturer l'œuvre originale d'une certaine manière. Mais c'est vrai que la remasterisation semble avoir fait beaucoup de bien au film. Et d'ailleurs ces effets spéciaux, parlons-en. Alors honnêtement, pendant tout le début du film, j'étais en mode mais tout va bien, franchement ça passe très crème, ils ont beaucoup utilisé de costumes, ils ont beaucoup travaillé sur les costumes, les chevaliers, les chevals, il y a différents plans qui sont intéressants, même la magie avec la baguette, il y a des petites auras un peu bleues, un peu rouges, franchement ça passe très crème. Il y a un dragon qui passe aussi relativement, il est très moche, mais on n'est pas obligé de faire des dragons sexy non plus. Là où ça fait vraiment mal à quelqu'un qui comme moi a grandi avec des effets spéciaux un peu plus aboutis et a l'habitude visuellement de voir cela, c'est sur le peuple miniature que moi j'appelle les Lilliputiens. D'ailleurs j'ai pas retenu leur nom, faut dire qu'il y en a du vocabulaire à retenir, mais ça on va parler un peu plus tard. Là il y a des moments où vraiment, en fait ils ont été filmés et ensuite introduits dans l'image, c'est ce qu'ils appellent apparemment le morphing. Je suis pas du tout une spécialiste des techniques des effets spéciaux sur toutes ces années-là, mais apparemment c'est ce qu'ils appellent le morphing, donc ils les ont filmés indépendamment de la scène et ensuite ils les ont insérés numériquement dans la scène, et l'insertion numérique dans la scène, elle est pas transcendante, je veux dire maintenant avec tout ce qui est fond vert, etc., on arrive à faire des choses beaucoup plus fluides, mais honnêtement pour l'époque ça passe très crème. Et quand je vois sur internet des gens qui se plaignent de la qualité visuelle du film, quand tu contextualises et tu sais que c'est un film de 88, je trouve que c'est très bien, et j'ai pas du tout été choquée ou violentée visuellement par les effets spéciaux. Par contre, j'ai été très violentée visuellement par les faux raccords, et ça c'est pas de la faute de l'époque. Je veux dire, en 88, on gère autant les faux raccords que maintenant. Ça c'est plus une question de gestion du matériel. Notamment un énorme faux raccord quand le bébé flotte sur l'eau, où la touffe d'herbe n'est pas du tout la même, et là ça m'a un petit peu perturbée, mais c'est vraiment des petits détails. Si on pinaille pas trop visuellement, le film passe très bien. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la musique très orchestrale. J'ai trouvé vraiment génial, et là encore on sent vraiment la patte heroic fantasy qui va évoluer vers des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, vers des œuvres comme Game of Thrones. Donc j'ai vraiment là encore senti cette espèce de chaînon manquant entre guillemets, c'est pas du tout négatif la façon dont je le dis, où je vois une étape d'évolution que je ne connaissais pas de ce cinéma, ce genre cinématographique, et ça m'a beaucoup plu, et franchement j'ai trouvé que les musiques étaient très sympathiques. Là où le bas blesse, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est sur le scénario. Et là il n'est pas du tout question de l'âge du film, de sa publication, de son ancienneté entre guillemets. Le scénario c'est la base de toute histoire, quelle que soit la période où a été créée cette histoire. Le scénario est hyper compliqué, il y a plein de vocabulaire, et là je vous en ai pas tous cité, mais il y a plein de vocabulaire. Il y a des chevaliers qui débarquent de nulle
nulle part, tu sais pas qui c'est, on t'a pas du tout expliqué la géopolitique de l'endroit, de ce territoire, de ce royaume. La méchante, bon c'est la méchante, elle a une dégaine de méchante, d'ailleurs elle a carrément la dégaine de la méchante de Blanche-Neige, je trouvais ça plutôt drôle, assez stylé parce que j'adore le style old Moyen-Âge, vous voyez, elle est complètement anachronique, enfin il y a des mélanges de styles qui sont un peu étranges, elle a un style Moyen-Âge, sa fille elle a un style samouraï, il y a des chars gréco-romains, enfin les mélanges de styles sont un peu perturbants, je veux dire, c'est intéressant visuellement, c'est marrant, mais c'est un petit peu perturbant, mais au-delà de ça, tu comprends pas grand chose à ce qui se passe, ils utilisent du vocabulaire que tu maîtrises pas, du coup tu te sens un peu largué, soyons honnêtes. Alors l'histoire est assez classique au final, il y a un élu qui va sauver le monde et le parcours initiatique, blablabla. Derrière tout le background, si t'essayes de suivre un petit peu de façon réaliste tout ce qui se passe, honnêtement j'étais plutôt larguée, très compliqué à tout bien comprendre qui était qui et pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils nous veulent. Mais bon, quand on fait avec et qu'on se laisse un peu bercer et qu'on suit le schéma initiatique, c'est plutôt sympa. Le scénario passe bien, on a clairement les clichés de l'époque, notamment le personnage qui est incarné par Val Kilmer. Donc Mad Martigan, c'est clairement Solo. C'est le mec hyper imbu de lui-même, insupportable. Vous savez, ce héros qui réussit tout et qui sait qu'il réussit tout, avec un petit côté débrouille. Vraiment, on dirait Solo. Franchement, il aurait été joué par le même acteur, ça m'aurait même pas choqué. Ça, il y a un petit côté, voilà, années 80, tu sens passer les années 80 au niveau de l'incarnation du héros masculin, et aussi au niveau de la définition de la relation entre son crush du film et le héros masculin, où on retrouve quasiment les mêmes codes que Leia avec Solo dans les films Star Wars. Et en plus, il y a des petites longueurs, donc en fait, le problème, c'est pas vraiment la réalisation, si tu contextualises dans les années 80, ça va, le problème, c'est plutôt le scénario qui est un peu alambiqué, et puis alors la fin, c'est le total TGCM, voilà. Je vais pas vous dévoiler la fin si vous avez envie de le voir, mais l'action est littéralement ridicule. L'action qui mène au dénouement est littéralement ridicule. Je sais pas comment ils en sont arrivés à ça dans le scénario, franchement, j'étais... c'est tout? J'ai regardé mes potes, ils m'ont fait ouais c'est tout, et j'étais en mode ah d'accord, très bien, ok, bon, c'est pas grave, quand même passé un très bon moment. Ça m'a remémoré en fait tout un pan de films que j'aime beaucoup, comme L'Histoire sans fin, comme Princess Bride, j'ai beaucoup pensé évidemment à Star Wars, puisque la patte de George Lucas est très présente, j'ai beaucoup pensé à Tolkien, ça m'a également fait penser donc comme je vous l'ai dit à Blanche-Neige avec la méchante reine, et à Taram et le chaudron magique, je sais pas si vous connaissez ce dessin animé de Disney qui est très sous-coté, ça m'a beaucoup fait penser aussi à Taram et le chaudron magique, il y a quelque chose de cette heroic fantasy de l'époque qui a ensuite nourri massivement celle qu'on peut avoir aujourd'hui et qui revient sur le devant de la scène, The Witcher, Game of Thrones, La Roue du Temps, Ring of Power. Donc il y a vraiment cette espèce de passage de flambeau et j'ai beaucoup apprécié de découvrir ce film et de l'ajouter à mon expérience cinématographique de l'histoire de l'heroic fantasy au cinéma. On en arrive donc à cette histoire de suite. Alors déjà, pour qu'il n'y ait pas eu de suite à l'époque, en fait, George Lucas a été assez déçu par le succès mitigé au box-office. Alors en soi, le film a pas bidé non plus, il a quand même plus rapporté qu'il n'a coûté à la base à la production, mais lui il espérait quelque chose à l'égalité avec E.T. l'extraterrestre qui avait été un succès international et c'était pas vraiment le cas, et ensuite il a préféré se concentrer sur ses autres projets comme Star Wars par exemple, et donc il a délaissé l'univers de Willow qui en plus au niveau scénaristique était un petit peu clôturé. La fin de Willow n'invite pas forcément à une suite, ou alors si c'est une suite elle sera un petit peu capillotractée et on partira un peu loin par rapport à ce qu'on avait à la base. Et les suites capillotractées, s'il y a bien une entreprise cinématographique à qui ça ne fait absolument pas peur, c'est Disney. Et donc en octobre 2012, quand Disney rachète Lucasfilm et tous les films qui dépendent d'eux, forcément qu'ils ont dans l'idée d'exploiter cette nouvelle licence qu'ils ont acquis à leur catalogue. Les premières rumeurs d'une suite de Willow, c'est en 2019 où on apprend que Ron Howard travaille sur un nouveau scénario potentiellement, mais on n'en sait pas beaucoup plus. À ce moment-là, on parle plutôt d'un film, voire d'un reboot. Ensuite, on apprend fin 2019, début 2020 qu'on serait sur une série et que des premiers repérages ont eu lieu, notamment pour le tournage, en retournant en Nouvelle-Zélande, en retrouvant les paysages qu'ils ont connus, etc. et qu'une première réflexion sur les scénarios est en cours. Les rumeurs vont bon train jusqu'au 10 décembre 2020 où Disney confirme qu'ils sont en train de préparer une série dans l'univers de Willow sans dire si c'est un préquel ou un séquel, donc quelque chose qui se passe avant le film ou après le film. Il va falloir attendre 2 ans pour que cette série arrive jusqu'à nous et c'est le cas le 23 novembre 2022, c'est-à-dire mercredi dernier avec la sortie des 2 premiers épisodes. Bon évidemment avant il y a eu une bande-annonce, des affiches, les annonces, la D23 et tout le bazar, je fais fi de tout cela et je passe directement à la sortie des épisodes. Alors, comment se présente cette nouvelle série? On va être sur une saison 1, pour le moment, d'environ 8 épisodes, comme d'habitude. Les 2 premiers épisodes sont sortis le 30 novembre dernier, donc on peut s'attendre à une sortie du 8e épisode le mercredi 11 janvier 2023, donc c'est une série qui va faire le pont entre l'année 2022 et l'année 2023. Chaque épisode faisant à peu près 45 minutes, on sera sur un visionnage total d'environ 7h30. À la production, on retrouve de nouveau Ron Howard, qui est très impliqué dans le projet, du moins d'après les différentes interviews qu'il a pu donner, les différentes déclarations qu'il a faites. Et à la création de la série, on retrouve Jonathan Kasdan, qui a travaillé avec Ron Howard sur Solo, A Star Wars Story, puisqu'il en a rédigé le scénario, et qu'il était coproducteur du film. Est-ce que pour être parfaitement honnête avec vous, le fait qu'on ait la même équipe que sur Solo, A Star Wars Story m'inquiète?
Oui, ça m'inquiète. Soyons honnêtes, ça m'inquiète. Vraiment, ce film est un trauma pour moi, donc oui, ça m'inquiète. Au casting, on retrouve des visages connus du premier film, avec notamment Warwick Davis qui est ultra investi apparemment dans le projet. Faut dire que Willow, ça a quand même été l'un des rôles de sa vie et que là, dans cette série, il s'annonce comme un personnage porteur de l'histoire. Et on retrouve également Joanne Whalley. Concernant Val Kilmer, son état de santé ne lui permet pas d'incarner son rôle dans la série. On en a déjà parlé pour Top Gun Maverick, il a des très gros problèmes de santé, il a des problèmes à la gorge, il peut quasiment plus parler, donc c'est pas du tout compatible avec son état de santé. Ils ont donc dû adapter le scénario sans ce personnage de Mad Martigan qui était central du premier film. Pour compléter le casting, on va avoir des nouvelles têtes plutôt jeunes, avec notamment Ellie Bamber, qu'on a pu voir en 2016 dans l'excellent Orgueil, Préjugés et Zombies, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des zombies dedans, et qui en 2019 jouait Cosette dans la série Les Misérables. Elle retrouve Erin Mae Kellyman qui jouait également dans la série Les Misérables et qu'on a également pu découvrir dans le MCU en tant que leader d'une espèce de résistance de jeunes dans la série Falcon and the Winter Soldier. On retrouve également Tony Revolori qui jouait dans l'excellent Grand Budapest Hotel de Wes Anderson et que vous pourrez également voir dans les films Spider-Man puisqu'il incarne l'un des antagonistes de Spider-Man, vous savez, le mec insupportable qui est tout le temps en train de causer à son téléphone. Voilà, c'est lui. Donc voilà un petit peu pour le casting, on voit qu'il y a une volonté de passage de flambeau entre les anciens des années 80 et un casting beaucoup plus jeune et beaucoup plus adolescent pour cette nouvelle mouture. Concernant mon avis, alors très honnêtement, j'ai beaucoup aimé le film, donc je suis partie avec un a priori super positif. C'est-à-dire que j'ai tout découvert d'un coup, d'abord on a regardé les 2 heures de film et ensuite on s'est lancé le premier épisode de la nouvelle série. Je venais d'apprécier le film, j'avais passé un bon moment, c'était de l'heroic fantasy dans ses purs codes à l'ancienne et j'étais hyper prête pour voir une série un petit peu dans le même style. Et chose plutôt positive, à la base ils ont conservé un côté assez old school dans la série qui fait écho au film. On a des musiques plutôt old school, on a une façon de filmer, on a la façon dont est organisé l'univers avec un style visuel vraiment à l'ancienne, l'espèce de barrière magique chimarrée de bleu, la ville qui fait très ville de JDR, c'est-à-dire le château fait très cliché d'une certaine manière. Il y a un côté très cliché dans les visuels qui ont été choisis pour la série, il y a aussi de beaux visuels naturels qui font écho en fait au premier film et je trouve qu'il y a quand même, et c'est plutôt positif, une cohérence visuelle entre l'œuvre originale et cette série, du moins au niveau des paysages et des environnements. Par contre au niveau des costumes, pas du tout, et ça c'est le premier truc qui m'a vachement surpris, ils ont vachement modernisé tout ça, au lieu d'avoir un côté vraiment fait main, on a un côté beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre qui pourrait être tiré de n'importe quelle série d'heroic fantasy de ces dernières années. Ils auraient pu emprunter les costumes de The Witcher, ils auraient pu emprunter les costumes de La Roue du Temps. Ça commence à devenir un peu lassant le fait que toutes ces séries-là n'aient pas d'identité visuelle assez définie. Je trouve qu'ils auraient dû quand même essayer de renforcer leurs racines années 80 en reprenant les codes des costumes du premier film, au lieu de moderniser tout ça avec quelque chose qui du coup manque d'âme parce que ça manque d'originalité. Et ce manque d'originalité, on le ressent dans plein d'autres trucs. La bande musicale, qui est pas fifole, honnêtement. La jeunisation, adoisation de la série. Alors je comprends totalement qu'ils mettent des jeunes au casting pour attirer un nouveau public, pour qu'ils s'identifient à ces nouveaux héros, là où les anciens s'identifieront plutôt aux anciens héros qu'ils ont rappelés et qui font un passage de flambeau. Ça nous rappelle d'ailleurs une certaine phase 4 du MCU qui fait ça en accéléré ces derniers temps. Mais je trouve que pour le coup, on a vraiment des petits trucs d'amourette qui servent à rien, des personnages qui sont pas forcément ultra définis, au-delà de « je suis la rebelle, moi aussi je suis la rebelle, soyons amis et plus si affinité ». Voilà, c'est encore saut 2020 et du coup ça ne se différencie pas trop et ça n'a pas forcément d'identité propre par rapport à toutes les autres séries qu'on nous balance ces dernières années et c'est vraiment dommage. Pour le coup, ils ont une œuvre qui se différencie vachement des autres parce que c'était une œuvre qui était un petit peu à la croisée des chemins à ce moment-là. Pourquoi ne pas garder cette identité-là? Pourquoi pas assumer quelque chose d'un peu plus adulte, d'un peu plus mature, comme c'était le cas dans le premier film de Willow où on n'a pas un seul héros qui a en dessous de 30 ans? Peut-être que ça y est, je suis une vieille aigrie, je sais pas, mais en tout cas ça commence à devenir un peu frustrant d'avoir des produits qui se ressemblent tous, alors même que à la base ils s'inspirent d'œuvres qui elles ne se ressemblent pas et qui ont chacune une identité un petit peu unique et un petit peu indépendante, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est pareil au niveau du scénario. C'est quoi ce scénario qui nous ont pendu? Il y a littéralement 20 minutes où une meuf essaye de faire pousser un gland. Ceci n'a pas de connotation sexuelle, c'est littéralement ce qu'elle essaye de faire. C'est long. Et alors un des rares trucs qui était négatif dans le film, c'est-à-dire le côté je suis perdu, je comprends rien à l'univers, que du coup tu peux prendre largement le temps de développer quand t'es dans une série, de bien nous expliquer qui est qui, le vocabulaire, les géopolitiques en présence, etc. Bah là, ça ils l'ont pas fait. T'es complètement largué. Tu passes 20 minutes à essayer de faire pousser un gland, mais t'es complètement largué sur le vocabulaire et les forces en présence. C'est les gays, c'est les machins, c'est les trucs, je suis bidule, le château de machin, le royaume de trucs, la reine de bidule. Quoi?
Tu sais, t'es là genre, ça y est, je suis encore larguée, comment c'est possible? Je viens de passer 4 heures enfoncée dans cet univers et je suis toujours autant larguée. Moi, je commençais à maîtriser le vocabulaire sur les Daikini, les Nelwyn, ça va, et les Peck, parce que Peck, c'est un vocabulaire négatif pour qualifier les Nelwyn. Là, je commençais à toucher terre un petit peu, et là, on nous balance de nouveaux royaumes qui sortent de nulle part. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Honnêtement, je trouve que cet univers est très difficile d'accès au niveau de son organisation et de sa géopolitique, là où à l'inverse, on a des thématiques d'une grande simplicité, voire d'une profonde naïveté au niveau des relationnels entre les personnages. Il y a une sorte de déséquilibre, mais ce ne sont que les 2 premiers épisodes dont je suis en train de vous parler, donc je pense qu'il est tout à fait possible que l'introduction dans l'univers soit un petit peu délicate et difficile, parce que il faut réussir à satisfaire à la fois les viewers fans du produit original et des gens qui ne le connaissent pas, il faut réussir à se greffer à l'univers original qui s'était quand même... Enfin, le film a un début, un milieu, une fin en soi, et il n'est pas forcément ouvert sur sa fin, donc il faut réussir à créer une brèche, créer une ouverture là où il n'y en a pas, et c'est forcément compliqué au niveau scénaristique. Mais bon, c'est pas comme si Disney aimait se simplifier la vie non plus. Hein. Tu récupères des licences, tu fais avec ce que tu récupères, mais bon, c'est pas de tip top non plus pour la licence en elle-même. En soi, je peux comprendre que le début et l'entrée dans le thème et dans l'univers soient un petit peu compliqués. Moi, je vais laisser sa chance à la série. Je vais d'ailleurs vous proposer qu'on la suive ensemble chaque semaine avec les petits shorts, mais ça, je vais vous en reparler en conclusion. Donc, je vais regarder les autres épisodes parce que j'ai trouvé le film très intéressant et j'ai apprécié ce nouvel univers que je ne connaissais pas. J'ai apprécié de le découvrir en fait. Et je pense que si je prends le temps et si j'ai la patience de découvrir l'univers, ça peut être très intéressant. Je trouve qu'il y a un design qui est intéressant, notamment sur les méchants dans cette série, ceux qu'ils appellent les Gale. Alors il nous est foutu dans une ambiance ultra sombre, du coup on voit rien, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a un travail sur les costumes qui a l'air très intéressant, donc j'espère qu'on les verra un petit peu mieux. Il y a une espèce d'histoire, d'esprit qui a survécu, machin, je suis un petit peu intriguée, donc honnêtement j'ai envie de laisser sa chance à la série. Je sens que Warwick Davis est hyper investi, je sais pas, son investissement, il transparaît à travers l'écran, ça me donne envie de laisser sa chance au produit. Donc je vais continuer à regarder la série, maintenant j'ai pas un a priori super positif en commençant ces 2 premiers épisodes. Et il faut prendre en compte que je ne suis pas du tout une fan de l'univers de base puisque je viens de le découvrir. Donc je suis pas certain que les fans soient super ravis de ce qui nous est proposé dans ces 2 premiers épisodes. Maintenant cette série c'est 8 épisodes, donc l'œuvre complète c'est 8 épisodes. On ne peut la juger une fois qu'on aura vu les 8 épisodes. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je vais continuer, je vais avancer dans les épisodes et je verrai bien si je suis convaincue ou pas à la fin. Pour le moment, c'est un peu en demi-teinte. Voilà pour cet avis à chaud entre guillemets sur ce nouvel univers que je viens de découvrir. J'ai vraiment pris plaisir à découvrir le film, ça a été un peu moins enthousiasmant sur ma découverte des 2 premiers épisodes de la série, mais évidemment ce n'est que le début. Je vous propose donc, comme je vous en ai parlé, qu'on se retrouve tous les dimanches à 16h pour suivre par des petits shorts, donc des petits avis rapides de moins d'une minute, la sortie du nouvel épisode et que je vous donne mon avis sans spoiler sur ce nouvel épisode de Willow. Je vous donne donc rendez-vous ce dimanche pour un avis rapide sur l'épisode 3, mais avant toute chose, je vous laisse mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez me soutenir dans ce que je fais. Et surtout, je vous invite très chaleureusement à laisser un commentaire. Je lis tous vos commentaires, j'ai très peu de temps pour y répondre maintenant, donc je le fais vraiment de temps en temps ou quand il y a une question, etc. Mais je les lis tous et ça me fait super plaisir de voir vos retours sur mes vidéos, ce que vous pensez de la série. Donc et n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes fan du premier film? Est-ce que vous le connaissiez vous? Moi je connaissais pas du tout, donc vraiment je suis une noob complète, une néophyte de cet univers. Mais si vous le connaissez, est-ce que vous avez apprécié les premiers épisodes de la série? Est-ce que au contraire vous voulez absolument pas la voir ou vous attendez que tout soit sorti? Dites-moi tout en commentaire. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être les 2 premiers épisodes de Willow, voire même découvrir le film si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et on se dit, comme toujours, à très vite. C'est bizarre ça. J'ai l'impression d'être rouge. Ah bah oui, c'est mieux. Également Joanne Walwick par Val Kilmer, donc Mad Martigan. Pour compléter le casting, on a également des nouvelles têtes plutôt jeunes, on va dire section adolescence, puisque... Et en... Si je suis convaincue, et je verrai... Je dois vous avouer un truc. C'est pas du tout bien ce que je fais. Il est 1h10 du matin. Nous sommes dimanche soir, la vidéo doit sortir demain à 16h. Mais j'en peux plus d'être en retard dans mon planning en fait, donc j'ai décidé que voilà, il faut tout faire rentrer de gré ou de force. Donc il est 1h10 du matin, je vais me coucher, demain je vais mettre mon réveil à 6h30 pour faire le montage avant d'aller au travail. Il faut ce qu'il faut au bout d'un moment, voilà, et je me fais violence contre moi-même parce qu'après je sais que je vais être déçue de moi-même et j'ai pas envie d'être déçue de moi-même, donc je fais ce qu'il y a à faire. Et là il est tard, donc je vais aller dormir. J'espère que ça s'entend pas trop d'ailleurs qu'il est tard, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui donc ma voix est pas très abîmée, mais il est quand même tard quoi. D'ailleurs j'ai pas mal cafouillé, je pense que vous allez avoir des scènes post-génériques
enfin que vous avez eu, puisque ça c'est la fin de poste. Bref, ça y est, je suis en train de me mêler la pinceau. La bonne nuit à moi-même, la très bonne journée à vous, merci d'avoir regardé, c'est ça une bonne générique, ciao.